Bonjour les étudiants, on continue donc le cours de droit notarial. Aujourd'hui, je vais m'attaquer, si vous voulez, à l'établissement d'un acte de notaire assisté par un interprète. Mais avant de commencer ce cours, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées par vos camarades. À une question, est-ce que le notaire a le droit de gérer une société? Oui, le notaire a le droit de gérer une société. Il a le droit d'avoir des actions au départ dans une société, mais il n'a pas le droit de gérer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être gérant d'une société. Il a le droit d'avoir des actions, parce que des actions, au départ, je peux être associé, moi, en tant que prof, il n'y a pas d'incompatibilité. Je peux avoir des actions au départ dans une société, mais il m'est interdit, étant donné que je suis un fonctionnaire, un professeur, un médecin qui travaille avec l'État, n'a pas le droit, si vous voulez, de gérer la société. À une autre question, est-ce que le notaire peut disposer des fonds qu'il reçoit? Non. C'est une contravention. Comme on a vu dans notre vidéo, le notaire il est tenu de déposer les sommes et doit les consigner dans la caisse de dépôt et gestion. Voilà donc les deux questions qui m'ont été posées par... vous pouvez toujours continuer à poser vos questions parce que reste pas mal de temps vu que l'examen a été reporté. Donc pour le 5e semestre, ils n'auront l'examen que le 1er mars. À partir du 1er mars, et non pas à partir du 22 février comme il a été indiqué auparavant. Donc, nous revenons donc au notaire. J'ai un autre arrêt là, je dispose d'un autre arrêt pour la traduction. Avant de commenter l'arrêt, il convient de lire, on va lire ensemble, si vous voulez, cet article 37. Mais avant l'article 37, j'aimerais bien lire l'article 42. Les actes et écritures obligatoirement rédigés en langue arabe, sauf si les parties optent pour une autre langue. Les minutes et les copies des actes sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier offrant une garantie totale de conservation. Donc en principe, tous les actes sont rédigés en arabe, sauf si les parties, si vous voulez, optent pour une autre langue. Mais si jamais la personne ne connaît pas l'arabe, ne sait pas lire l'arabe, ne maîtrise pas l'arabe, il a le droit de demander au notaire, si vous voulez, d'établir un acte par une autre langue. Et dans ce cas, si jamais, dans une autre langue, généralement c'est le français. Généralement, c'est le français. Parce que nous sommes un pays francophone, un notaire, en principe, il est bilingue. Il parle l'arabe comme il parle le français, comme la plupart des Marocains qui parlent arabe et français. Mais dans ce cas-là, il est tenu d'être assisté par un interprète. Il est obligatoirement il a intérêt à être assisté par un interprète. Si on lit l'article 37, le notaire s'assure sous sa responsabilité, plutôt l'article 38, le notaire se fait assister d'un interprète agréé près les juridictions en cas de difficulté dans la réception d'un acte.
À défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. L'interprète ou la personne servant d'interprète ne doit pas être témoin ou avoir un intérêt dans l'acte en question. Donc voilà l'article. Tout acte établi par une langue dont il ignore, dont le contractant ignore, si vous voulez, sa portée, le notaire est tenu d'être assisté par interprète. Et à défaut, et c'est peu, quand on passe sur un interprète, par exemple, quelqu'un qui parle anglais, qui ne connaît pas le français, bien quelqu'un qui parle l'espagnol, on ne trouve pas un interprète, si vous voulez, l'espagnol de l'espagnol à l'arabe. Le notaire, à défaut, c'est-à-dire c'est une possibilité, le notaire se fait assister par une personne qu'elle a jugée apte à remplir cette tâche. Mais cette fois-ci, il faut absolument l'acceptation des parties. Bon, ce qui s'est passé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 mai 2015, c'est qu'un notaire a fait appel à un traducteur qui n'était pas sermenté et qui a induit en erreur, si vous voulez, l'autre contractant. Je vais lire l'arrêt en arabe et on va essayer de le traduire au fur et à mesure. لا يجوز لأي موثق إعفاء الشخص الذي يتولى الترجمة أمامه من أداء اليمين إلا بناء على تنازل كتابي صريح من الشخص الذي تتم الترجمة لفائدته، ويتعين أن تتم الترجمة علنا لا همسا في الأذن، وذلك حفاظا على الثقة التي يجب أن يزرعها الموثق في المتعاقدين. Bon, les faits. Je vais vous dire les faits. Une Américaine, il a déposé une plainte, j'essaie quand même, comme l'autre fois, de traduire. Étant donné que vous savez que tous les arrêts sont rendus en arabe, et on traduit au fur et à mesure, étant donné que nous sommes dans un pays arabophone. Une Américaine qui s'est présentée devant le procureur du roi a déposé une plainte contre le sieur Mustafa et le notaire. Dans sa plainte, l'Américaine reconnaît qu'elle a fait connaissance d'un Marocain résidant aux États-Unis et qu'elle a encouragé, si vous voulez, à venir au Maroc pour investir ou bien pour y habiter. Comme il y a un problème, pas un problème, mais il y a des formalités à accomplir pour l'ouverture d'un compte, le Marocain a ouvert un compte en son nom, un compte convertible, si vous voulez. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'étudier le notaire et les autorisations d'office de change en cas de vente, etc. Il a mis à sa disposition un compte ouvert au Maroc, convertible, et qu'il peut, des États-Unis, transférer l'argent, il peut transférer l'argent à Marrakech, à une banque à Marrakech. Et effectivement, il s'est présenté devant le notaire, avec son ami, soi-disant le Marocain qu'il a encouragé à venir acheter ici au Maroc. Et de bonne foi, il a transféré l'argent des États-Unis sur le compte du Maroc.
il achetait un appartement, bon, peu importe la concession de étage numéro 1, etc., divise. Étant donné qu'il ne connaît pas l'anglais, il est venu voir le notaire avec le propriétaire et son copain ou bien son ami qui connaît très bien la langue. Mais au moment de la traduction, il a fait savoir au notaire qu'en quoi il achète il a induit aussi bien l'américaine que le notaire les induit en erreur en disant en précisant au notaire que lui, il est aussi un acheteur, il a la moitié, si vous voulez, ou bien il a les co-indivisaires à 50%, c'est-à-dire la moitié, dans cet appartement. Le notaire, il a rédigé l'acte, et comme on a dit en arabe, il parlait dans son oreille, et puis il raconte des histoires au notaire, comme quoi l'américain disait qu'il achète la moitié de. Bien, il compte acheter l'appartement au même pied d'égalité, 50%, 50%. Voilà donc les faits. Bon, maintenant, est-ce que le notaire, il a bien, si vous voulez, appliqué la loi comme il fallait, ou bien est-ce qu'il n'a pas transgressé ce pouvoir, ou simplement par négligence, ou peut-être par ignorance, le notaire n'a pas, ou bien il a perdu de vue, si vous voulez, les dispositions de l'article 38. L'article 38, je le répète, il est clair. Le notaire se fait assister par un interprète agréé près de la juridiction, en cas de difficulté dans la réception d'un acte. Dans ce cas, il y avait une difficulté de réception de l'acte. Parce qu'en tant que notaire, ne parle pas l'anglais, mais c'est curieux quand même de voir un notaire qui parle. Je ne peux pas parler couramment l'anglais, mais je peux quand même comprendre l'anglais, parce que tous, à moins c'est les terroristes hispanophones, ça c'est autre chose. En tout cas, c'est-à-dire qu'il a étudié l'espagnol, parce qu'on sait très bien qu'au lycée marocain, c'est un notaire marocain, au lycée marocain, on étudie soit l'anglais, soit l'espagnol. Je ne peux pas comprendre, car je ne peux pas parler couramment l'anglais, mais quand même, j'ai des moyens pour comprendre ce qu'il disait, au moins. Bon, en tout cas, le fait est fait. Est-ce qu'il n'a pas transgressé la loi? Oui, il a transgressé la loi. Premièrement, pourquoi? Parce que le notaire parle d'un interprète agréé près de la juridiction. Et c'était facile de trouver un interprète anglophone. C'est un interprète qui maîtrise bien l'anglais et l'arabe. On les trouve partout. C'est pas Marrakech. Il y a des traducteurs, il y a des interprètes qui sont assermentés près d'une juridiction et qui peuvent, si vous voulez, traduire sans induire ni le notaire ni la cliente en erreur. À défaut, dans ce cas-là, on peut dire que le notaire, à défaut, il n'a pas cherché, il a choisi la facilité. Et il n'a pas cherché un traducteur à ce moment. Bon. À défaut, le notaire se fait assister par une personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. Sous réserve de l'acceptation par la partie concernés par la traduction. Peut-être le notaire, dans sa tête, il a appliqué cet alinéa. Deux, à défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. C'est pour cette raison que je vous disais que le notaire doit se méfier de deux parties. Bien sûr, quand il a vu le notaire, pour moi c'était un notaire de bonne foi. Il a vu que la personne américaine est venue avec un ami ou bien un Marocain et que l'argent il
il est placé, ou bien l'argent, il est sur le compte d'un Marocain, il a cru que l'anglais, ou plutôt l'américaine, compte, si vous voulez, acheter avec le Marocain au même pied d'égalité, peut-être ce qu'il a pensé, parce que peut-être il n'était pas au courant du fait que c'est l'Américain qui a transféré l'argent, si vous voulez, sur le compte d'un Marocain. Mais en tant que notaire, peut-être il a cru ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il a induit le notaire en erreur. Je vois en tant que notaire, je vois le compte. Mais je constate qu'un compte est ouvert au nom d'un Marocain et qu'un Américain veut acheter. Ben, ça saute aux yeux que c'est le Marocain qui payera. Hein? C'est le Marocain qui payera, bien sûr, il a voulu acheter avec cet Américain en indivision. Mais la réalité, ce n'était pas ça. C'est pour cette raison que je vous dirai toujours, le notaire doit se méfier de deux parties. Ben, il fallait se méfier, il fallait demander, si vous voulez, exactement. Normalement, il faut... quand il a vu, il a appliqué la ligne 2, si on va analyser l'article. À défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu'il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son acceptation par la partie concernée par la traduction. Ben, soi-disant, la partie il a accepté, c'est lui qui a amené le Marocain avec elle chez le notaire, donc il y a une acceptation tacite, malgré que normalement le traducteur doit prêter serment, chose qu'il n'a pas fait dans notre cas en espèce. Donc, le notaire dans sa tête, il a appliqué peut-être la ligne 2, mais il a mis de côté, si vous voulez, la ligne 3. Si on lit la ligne 3, l'interprète ou la personne servant d'interprète ne doit pas être témoin ou avoir un intérêt dans l'acte en question. Ben, il a un intérêt en question. C'est vrai qu'il n'est pas témoin, mais il a un intérêt majeur dans l'acte en question. Parce qu'il va être un co-indivisaire, à part égale avec l'américaine. C'est pour cette raison que le notaire, peut-être, au moins il a commis une erreur, même si c'est de bonne foi. Moi je dis que le notaire dans ce cas-là, il était de bonne foi et que normalement il devait faire appel d'avoir un traducteur agréé près de la Cour de cassation, un peu après des tribunaux, de la juridiction, au moins c'est-à-dire, mais je ne vois pas l'impossibilité de tomber sur un traducteur comme je vais vous expliquer. Donc, normalement, il devait se contenter d'appliquer la ligne 1 dans l'article 37 et faire appel à l'interprète. Du moment, s'il ne l'a pas fait, il a été condamné, si vous voulez, à une peine de suspension. L'arrêt est long, j'essaie. En parallèle, j'ai oublié là de le mentionner, en parallèle, l'américaine il a déposé une plainte auprès du parquet du ministère public pour escroquerie. Mais le tribunal n'a pas, si vous voulez, condamné le Marocain parce que tout simplement il a avancé, il a répondu si vous voulez, quand il a été auditionné par la police judiciaire, il a répondu comme quoi c'est lui qui a payé et non pas l'américaine, c'est lui qui a payé parce qu'il a démontré à la police judiciaire son compte et l'argent qui a été viré directement sur le compte du notaire. Mais sur la base de ce jugement-là, de ce jugement pénal qui a été versé dans les conclusions du notaire, comme quoi la personne n'a pas été condamnée, la responsabilité incombe au notaire. C'est
pour cette raison. Même s'il y a, c'est-à-dire on peut parler ici de la force probante du jugement, ou bien d'un jugement pénal, si vous voulez, sur la responsabilité du notaire. Le jugement pénal, il dit oui, c'est vrai qu'il a acquitté le Marocain. Il l'a acquitté parce qu'il a pu démontrer que, comme je vais vous expliquer, que l'argent, et si vous voulez, il était sur le compte du Marocain. Mais ce jugement n'avait pas d'effet, si vous voulez, sur c'est-à-dire n'a pas acquitté, ou bien n'avait pas exonéré le notaire d'une responsabilité que malheureusement il a été infligé, on lui a infligé, si vous voulez, une peine de suspension pendant 5 ou 6 mois, comme il est mentionné dans l'arrêt. L'arrêt est lent. J'essaie tout simplement de prendre les points essentiels pour discuter avec vous. Ce qui se passe, c'est un notaire ne sait pas, si vous voulez, assister d'un interprète. Voilà donc pour la traduction. On peut encore parler d'une personne qui ne sait pas signer. C'est vrai que le notaire, une fois qu'il a établi l'acte, il doit les soumettre aux parties pour qu'il signe. Et parfois, on tombe sur des personnes qui ne signent pas, qui ne savent pas signer. Si le notaire lui dit signe, il peut signer comme ça. S'il veut re-signer, il signera une autre signature. Dans ce cas-là, il faut faire une différence que une personne qui ne sait pas signer, qu'il dépose son empreinte doucement. Et là, il y a une contradiction, si vous voulez, avec l'article 43 et les dispositions d'ailleurs des obligations et contrats. Si vous lisez les dispositions d'ailleurs des obligations et contrats, vous allez vous apercevoir que l'empreinte ne vaut pas signature. Voilà, je ne me rappelle pas de l'acte, mais en tout cas, vous pouvez le lire dans les dispositions des DOC, d'ailleurs des obligations et contrats. Mais dans le code, si vous voulez, dans la loi 3209 relative à la profession notarielle, on a entendu sur l'article 43, il est lent, mais on prend le 4e alinéa. Si l'une des parties ne peut signer, voilà, ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur l'acte. Dans le code des obligations contrat, on trouve que l'empreinte ne vaut pas signature, mais dans la loi 3209 relative à l'organisation de la profession notarielle, on tombe sur l'article 43 qui précise que si la partie ne peut pas signer, il appose son empreinte. Mais du moment qu'il y a le texte général et le texte spécial, on prend bien sûr le texte spécial. Surtout que la signature ou bien l'empreinte doit être déposée devant un notaire. Un notaire, c'est un officier public, donc normalement, si quelqu'un veut attaquer l'acte établi par le notaire dans ce cas-là, il doit suivre la procédure de fond. Il ne peut pas désavouer ou bien nier sa signature. Donc il faut absolument qu'il signe devant le notaire. S'il ne peut pas signer, il peut apposer son empreinte digitale. S'il ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale, il se peut que la personne ne peut pas apposer son empreinte digitale et en même temps il ne peut pas signer. S'il ne sait pas signer, il va déposer son empreinte digitale. Et si quelqu'un veut attaquer l'acte, dans cet acte, il ne peut l'attaquer que par le fond. S'il ne peut ni signer, ni déposer, ou bien ni apposer son empreinte, dans ce cas, le notaire en fait également mention en présence de 2 témoins. Donc les témoins, il y a ce qu'on appelle les témoins certificateurs, et les témoins instrumentaires. C'est quoi la différence entre les deux? Les témoins certificateurs, c'est les témoins qui certifient l'exactitude, bien la véracité de la signature de la partie dans l'acte. Les témoins instrumentaires,
C'est-à-dire que l'acte ne peut pas être établi que si les témoins ont témoigné. Prenons par exemple l'acte de notoriété avant la réforme, si vous voulez, introduite dans le Code civil français. Pour qu'une personne établisse un acte de notoriété, l'acte de notoriété, rappelons-le, c'est l'acte qui confère la vocation successorale aux héritiers. Donc, en tant qu'héritier, je veux établir un acte de notoriété. Normalement, le notaire avait besoin, à l'époque, de 2 témoins instrumentaires. Ce n'est pas 2 notaires instrumentaires qui certifient, si vous voulez, qui précisent qu'ils connaissaient la personne et que cette personne est décédée, qu'il n'a laissé que tel héritier ou telle héritière. Par contre, les témoins certificateurs, ce sont les témoins qui certifient, si vous voulez, la signature, la présence d'une personne par devant notaire. Généralement, les notaires, pour dégager, soi-disant, leur responsabilité, si la personne ne sait ni signer, ni et même si elle pose leur signature, et même si la personne signe, généralement les notaires, pour dégager bien, pour atténuer un peu leur responsabilité, entre parenthèses, pour atténuer leur responsabilité, ils font appel à des témoins. Et ces témoins ne doivent pas avoir intérêt dans l'acte. Parce que d'après l'article 43, il ne faut pas que le témoin ait un intérêt, si vous voulez, dans l'acte. Comme par exemple, si vous prenez l'article 39 de la loi de l'organisation de la profession notariale, qui parle de témoin, le témoin dans un acte doit avoir atteint la majorité ou avoir été émancipé et jouir de ses droits civils. Le conjoint ne peut être témoin dans un acte en même temps que son époux ou son enfant. Donc, il faut d'abord la crédibilité des témoins. Il faut que ce soit un témoin qui n'a pas été condamné, si vous voulez, pour une peine, ou bien qui n'a pas été, ou bien qui ne jouit pas de ses droits civils. Deuxièmement, le conjoint ne peut pas être un témoin dans un acte en même temps que son époux ou son enfant. Donc, l'existence d'un témoin avec, mais la sanction, le témoin dans un acte, est-ce que cet acte est nul? Le législateur ne répond pas. Est-ce que cet acte, dans par exemple un époux et son épouse, ils ont témoigné, est-ce que cet acte est nul? Ou bien quelle est la sanction, chose qui n'a pas été précisée par ne doit pas. C'est-à-dire ne doit pas, c'est un devoir, ne doit pas. Mais est-ce qu'une fois l'acte a été établi, il y avait 2 témoins, l'époux et son épouse, est-ce que cet acte est nul ou plutôt simplement c'est le témoignage qui est nul, etc. Bon, voilà donc ce qu'on peut, si vous voulez, avancer dans ce cours-là pour l'interprète, il a été consacré à l'interprète, et en même temps aux personnes qui ne savent pas signer ou qui ne savent pas apposer leur empreinte. Rappelons que dans le code des obligations contrats, l'empreinte ne vaut pas une signature. Voilà, mais dans le code, si vous voulez bien, la loi 32-09 qui réglemente la profession notariale, le notaire, si vous voulez, ou bien la personne peut apposer son empreinte et s'il ne sait pas ni signer, s'il est incapable de signer, le notaire peut faire appel à des témoins, mais généralement, les notaires font appel aux
aux interprètes, plutôt pas aux interprètes, plutôt aux témoins, quand ils verront, ou bien quand ils constateront que la personne ne peut pas signer, et même s'il peut signer, il ne peut pas re-signer, il ne peut pas avoir la même signature. Dans ce cas-là, ils font appel à des témoins. Bien sûr, le notaire, il doit aussi, à la fin, il doit aussi signer avec eux, parce que quand est-ce que l'acte, on peut parler d'un acte authentique? Si le notaire, il a signé avec les parties, si le notaire n'a pas signé avec les parties, il reste quand même un acte société privée. Généralement, ce qui se passe parfois, pas généralement, mais fréquemment, occasionnellement, les parties signent, mais le notaire ne signe pas. Dans ce cas-là, cet acte, il a un caractère, si vous voulez, ou bien c'est un acte société privée, il ne devient authentique que si une fois le notaire le signe. Prenons par exemple l'article 44. L'article 44. Le notaire doit signer l'acte immédiatement après la dernière signature de l'acte, signature des parties. L'acte acquiert son caractère authentique à compter de la date de signature du notaire. C'est-à-dire, disons encore l'article 45, si le notaire décède avant de signer l'acte qu'il a reçu, après signature des parties et le cas échéant, l'interprète et des témoins, le président du tribunal de première instance, dans le ressort desquels est situé le lieu de travail du notaire concerné, peut, à la demande des parties de l'acte, faire émarger celui-ci, faire émarger signature des parties à l'acte, faire émarger celui-ci de la signature d'un autre notaire en leur présence, et après leur approbation de son contenu à la suite d'une nouvelle lecture. Donc, si le notaire signe l'acte, c'est à ce moment-là qu'il acquiert, ou bien l'acte devient authentique, sinon il reste quand même un acte société privée. Dans la prochaine, si vous voulez, conférence, on va aborder la différence entre un acte authentique signé par le notaire et l'acte société privée. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.